Bien, bonjour à tous. J'ai pu saluer chacun d'entre vous. Nous clôturons aujourd'hui cette période de vacances de février durant lesquelles nous avons proposé aux familles de découvrir les univers maritimes de notre général préféré, qui était sous l'intitulé « Prever la mer avec charrette ». Plusieurs ateliers sur la navigation au XVIIIe, vie et guerre maritime au XVIIIe ont été proposés depuis le début de la semaine dernière aux familles. J'ai croisé par hasard ce matin un enfant de 7 ans qui sortait d'un atelier vendredi dernier. Il avait encore de la lumière dans les yeux, des étoiles qui brillaient, parce qu'un sextant lui disait quelque chose, parce que embarquer, larguer les amarres, etc., l'odeur des cordes lui ont aussi été proposées. Donc tous ses sens étaient en éveil autour du monde maritime. Et je crois que pour ça, c'est une réussite pour les familles. Nous avons aujourd'hui la chance d'ouvrir et de clôturer d'une certaine manière par une conférence, je pense, unique en son genre. C'est sans doute la première fois que nous évoquerons ici même ce marin devenu général. Je dois remercier vivement le désormais célèbre président des Amis de la Chaboterie, depuis qu'il déploie ses nombreuses énergies au service de ce lieu avec des membres toujours plus dévoués. Après 23 ans dans la marine embarquée et en état-major, en métropole et en outre-mer, il a posé sa famille et son barda en Vendée, à 2 pas d'ici. Il est aujourd'hui officier de port en service détaché au grand port de Nantes-Saint-Nazaire. Vendéen d'adoption donc, il est passionné par notre histoire et attaché à la préservation de notre patrimoine. Qui de plus légitime que lui pouvait nous proposer de revivre ce parcours par trop méconnu du charrette marin? Nous l'accueillons chez lui, comme un maître de maison et comme un maître de bord, mesdames et messieurs, Franck-Olivier Brizard. Bonjour à tous. J'allais dire bienvenue à bord. Bienvenue à bord de ce logis de la Chaboterie que nous aimons tant. Alors effectivement, Xavier, monsieur Le Moulin, nous a fait une rapide présentation du thème dans lequel s'inscrit cette petite conférence, qui est effectivement une première, qui s'est décidée assez rapidement et qui a été montée, comme beaucoup de choses ici, très rapidement, mais c'est souvent comme ça qu'on fait les meilleures choses, mais ça je vous laisserai juger comme le reste d'ailleurs. Donc effectivement, je suis passionné par l'histoire avec un grand H d'une manière générale, et sans doute parce qu'elle n'est pas une science exacte. J'ai été marqué tout petit par, à propos de l'histoire, par le récit de la bataille de Valmy, retranscrite et comment dire, racontée par un certain Michelet, et puis racontée absolument pas de la même manière par un autre historien, Jacques Bainville. Et ça m'avait frappé à l'époque, sans doute jeune, d'entendre que ça n'était pas une science exacte et qu'il pouvait y avoir des interprétations différentes de l'histoire. Bon voilà, ça c'est pour ma vie. Et puis passionné par la marine également, parce que ça a été mon métier, et ça l'est toujours, même si aujourd'hui je vois les bateaux arriver et partir, je ne fais pas que ça, je vous rassure. Mais c'est un métier que j'ai choisi à l'âge de 8 ans. Alors sans doute notre jeune Charette, si vous avez vu le spectacle au Puy du Fou, ou si vous avez lu le roman de Charette de Philippe de Villiers, vous avez pu être sans doute marqué par le fait qu'il n'avait pas forcément envie d'embarquer. Si vous vous souvenez, sur la scène, on le voit, je ne veux pas être marin, je ne veux pas être marin. J'étais un peu dans la situation inverse, c'est-à-dire que moi je voulais absolument être marin, donc dès que j'ai eu la possibilité d'embarquer, alors non pas à 7 ans comme notre jeune visiteur de ce matin, mais c'est très bien, il aura encore 8 ans à attendre avant de pouvoir intégrer l'école des mousses, et puis un peu plus, c'est de faire maths sup et maths spé pour intégrer l'école navale. Voilà. Voilà pour la petite histoire de la personne que vous allez devoir subir cet après-midi. Ce qui nous intéressait dans cette histoire, alors je suis désolé si vous attendez un récit strict de la vie uniquement de Charette, ce qui nous intéressait, c'était plutôt le cadre dans lequel
il avait vécu c'est quasiment 12 ans. D'abord, comment il s'y était préparé, comment il l'avait vécu et de quelle manière cela avait pu influer sur ses choix, sur ses idées, sur la manière de vivre, sur la manière de se battre lorsqu'il sera devenu général en chef de la Grande Armée catholique et royale. Donc notre affaire cet après-midi, c'est la marine française du XVIIIe siècle, qui est donc notre sujet. Et effectivement, nous avons souhaité, avec l'association des Amis de la Chaboterie, nous saisir de l'opportunité du thème durant ces vacances d'hiver, parce qu'on y travaille quasiment depuis un an, enfin sur cette idée-là, pour un marin, c'était légitime. J'avoue que ça m'agace un peu parfois d'entendre des commentaires sur le fait que oui, Charette il est bien gentil, mais c'était un marin qui ne savait pas se battre. Alors on va voir ça un peu plus, enfin, il ne savait pas se battre. Il n'avait pas acquis avec comment dire, avec sa formation, si vous voulez, il n'était pas suffisamment militaire pour affronter ce qu'il a eu à affronter. Voilà, donc comment est-ce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a appris, c'est cette problématique à laquelle nous allons essayer de répondre, hein, sa formation et son expérience de garde marine puis d'officier de marine, a-t-elle eu une quelconque influence sur ses choix, sur son comportement, sa manière de faire la guerre et de la vivre? Alors, vous retrouverez les réponses à cette problématique, si toutefois vous suivez un peu, en tout cas des éléments de réponse tout au long du développement que je vais vous proposer. Pour aller du général au particulier, nous allons d'abord faire un petit saut dans l'histoire et voir ce qu'était la marine royale au XVIIIe, comment on y entrait, comment on y vivait, comment on s'y battait et comment on y mourait, évidemment. Mais pour cela, il va falloir aller un peu plus loin dans l'histoire, parce qu'il faut bien comprendre que la marine de 1780, dans laquelle va rentrer François-Athanase Charette de la Contrie, n'est pas une génération spontanée, née sur les flots partagés entre l'Empire britannique et le Royaume de France de Sa Majesté Louis XVI, dont la marine de Louis XVI est héritière de celle du Grand Roi. Alors évidemment, je vais parler de Louis XIV, bien sûr. Et si Richelieu est considéré comme l'un des fondateurs majeurs de l'État moderne en France, c'est bien à Colbert que l'on doit l'organisation de la marine au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours, puisque la marine aujourd'hui vit encore de ce que Colbert a pu établir, a pu rédiger comme ordonnance, notamment l'ordonnance de 1689, qui est constituée de 23 livres dans lesquels Colbert fixe toute l'organisation et surtout l'administration de la marine. C'est-à-dire qu'il n'explique pas comment il faut s'habiller, pas spécialement, d'ailleurs, pas du tout, je crois, mais surtout comment va être administrée cette marine royale telle qu'on a pu la connaître, telle qu'on peut la connaître au XVIIe puis au XVIIIe siècle. Voilà, donc il faut bien comprendre que ce qu'on va voir au XVIIIe nous vient de Richelieu et de Colbert. Je vous dis qu'on en vivait encore aujourd'hui. Par exemple, le système d'inscription maritime, qui est une sorte de recensement de tous les marins qui existent, a perduré jusque dans les années 60. Et il existe encore aujourd'hui, bien qu'ayant été un peu modifié. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons voir en quelque sorte cette marine, cette marine de Louis XIV, de Louis XV, les terribles défaites, les conséquences de la guerre de 7 ans. C'est une période qui nous intéresse parce que ça va énormément influer sur le reste. Et puis pour gagner un peu de temps et d'autre part mobiliser vos sens sur cette période, je vais vous proposer un petit montage vidéo qui résume assez bien cette période. Puis ce petit montage va avoir la vertu de vous immerger par l'image dans un cadre historique et un milieu particulier qui est celui de la marine française à cette époque. Et puis ensuite nous ferons un état des lieux de cette marine, donc sous le règne de Louis XV. Louis XIV va régner jusqu'à sa mort en 1715. Une courte régence ensuite c'est Louis XV, et puis évidemment Louis XVI pour clôturer le siècle. Et donc nous verrons en quoi consistait la formation ensuite d'un garde-marine en 1780,
Tout cela pourrait nous amener à passer au filtre tous les éléments pour mieux comprendre peut-être notre charrette de 1796. Voilà, de 1796 et d'avant. Donc je vais vous proposer un petit film. C'est un montage vidéo. J'espère que le son va être correct et que tout le monde va pouvoir voir. Il y a peut-être une ou deux scènes un petit peu costauds pour les dames. Hein, tu vois, c'est la guerre en mer. Enfin, comme toutes les guerres, c'est pas forcément très joyeux, très réjouissant. Hein, c'est pas une partie de cartes dans un salon. L'intérêt, c'est justement de vous montrer la rudesse de ces combats. Et voilà, donc les scènes peut-être un peu sanguinantes. Et puis, alors, j'en connais quelques-uns parmi vous, mais il ne me semble pas avoir vu de sujet de Sa Majesté le roi Charles aujourd'hui. Il n'y a pas de Britannique dans la salle. Non, parce qu'ils vont un peu ramasser quand même. Parce qu'il faut quand même vous dire que ce sont nos alors, je ne vais pas dire un ami, mais disons une connaissance amicale qui est officier dans la Royal Navy, à qui j'ai dit il n'y a pas très longtemps, vous êtes notre meilleur ennemi, et il m'a corrigé, il dit non, vous êtes notre pire ami, c'est plus cordial. Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce sont clairement, pas, depuis très longtemps, pas nos alliés. Au XVIIe siècle, la France a difficilement réussi, avec l'œuvre de Richelieu et Louis XIII d'abord, puis celle des Colbert et de Louis XIV ensuite, à créer une marine permanente à la hauteur de la puissance de la France. À cette époque déjà, la monarchie des Bourbons, la France, est devenue la première puissance démographique, économique et militaire du continent, ce qui inquiète passablement ses voisins immédiats, que sont les Provinces-Unies, actuels Pays-Bas, et surtout la Grande-Bretagne, qui s'active alors pour tout mettre en œuvre afin de foudroyer la superpuissance française montante. Une lutte sans merci va commencer entre Versailles et Londres, qui cherchent toutes deux à dominer l'économie mondiale et orienter la destinée du monde. Louis XIV, qui possède déjà la plus grande armée du continent, ce qui inquiète l'Europe entière, donnera aussi à son royaume la plus formidable puissance navale de tous les temps. Dans les années 1680, il possédera une marine plus nombreuse que celle des autres puissances maritimes de l'époque. Pour ces petits pays, c'en est trop, surtout que le roi de France est aussi le chef de file de la défense du catholicisme et est à la pointe de la contre-réforme en Europe, tandis que les nations commerçantes et maritimes d'Europe du Nord sont pour l'essentiel réformées et protestantes, néerlandais et anglais en tête. C'est aussi donc une guerre de religion, puisque Louis XIV cherche à mettre sur le trône britannique un catholique de la famille des Stuarts. Cependant, en 1715, après la très dure guerre de succession d'Espagne qui a vu la France devoir affronter une Europe coalisée contre elle, et la mort du roi Soleil après 72 années d'un règne ininterrompu, une paix avantageuse pour le royaume est enfin trouvée. Les finances exsangues imposent de réduire tout de suite les dépenses militaires à la portion congrue, sans quoi la famine touchera les peuples de France. Le budget de l'armée est bien sûr maintenu pour interdire les invasions continentales du royaume, mais la flotte se voit donc amputée de son budget et de la quasi-totalité de ses navires de ligne et frégates. Le royaume n'avait alors pas le choix. La marine royale se reconstruit donc lentement dans les décennies suivantes et va devoir se montrer très innovante car la Royal Navy, quant à elle, n'a en rien limité son budget militaire, bien au contraire. Les ambitieux Britanniques veulent saisir le trident de Neptune et consacrent l'intégralité des fonds qui leur sont disponibles à l'acquisition d'une flotte considérable. La France, qui se trouve en infériorité au niveau des effectifs, mise donc sur une supériorité technologique qu'elle va acquérir sans difficulté grâce à de talentueux ingénieurs, marins et hommes de science. Louis XV reprend une politique pacifique avec le Royaume-Uni, car durant la période précédente de la régence de Philippe d'Orléans
De 1715 à 1723, cette phase de paix générale a été extrêmement profitable à l'économie française. En effet, entre 1715 et 1740, la France va acquérir une insolente prospérité coloniale et commerciale qui fera d'elle l'acteur majeur incontournable de l'économie mondiale, aux grandes dames d'une Grande-Bretagne jalouse et envieuse qui convoite cette première place. Le traité d'Utrecht de 1713, avec l'acquisition par les Britanniques de plusieurs territoires stratégiques en Amérique et aux Antilles, donnera l'illusion d'une supériorité acquise par Londres. Or, il n'en est rien. La France, avec ses 25 millions d'habitants, face aux 10 millions de Britanniques, poursuit et accélère ses activités économiques et de colonisation tous azimuts. De ce fait, la Grande-Bretagne n'aura alors de cesse de tout faire pour contrecarrer une hégémonie française bien ancrée en Amérique du Nord, aux Antilles et en Inde. Pour cela, il faudra plus d'un siècle de lutte acharnée. C'est dire l'avance prise par la France dans tous les domaines, sur tous les marchés coloniaux et dans l'économie générale de la planète au XVIIIe siècle. Cette politique de paix, initiative de Louis XV, aura malheureusement plusieurs effets très négatifs. La totalité des crédits n'est pas accordée à la marine, malgré les demandes répétées des ministres successifs, Maurepas, Choiseul et Bourgeois de Beauharnais, ce qui fait plafonner le nombre de vaisseaux, maintient un lourd déficit en frégates, bâtiments essentiels dans les opérations navales de poursuite, le convoyage des navires marchands, les opérations côtières et autres activités essentielles de protection du commerce et des intérêts de la France, et cette politique d'austérité limite également l'entraînement du personnel en mer à très peu de choses, autrement dit, les hommes sont peu formés. Toutefois, la marine est permanente et sérieusement ancrée dans le paysage politique, économique et même culturel d'une France fermement amarinée, ce qui en soi est la plus grande des victoires héritées du grand siècle. À cette époque déjà, le commerce par voie maritime représente plus de 60% du commerce mondial global. Aujourd'hui, c'est 80% des marchandises du monde qui transitent sur des navires, soit 8 produits échangés sur 10. En ce début du XVIIIe siècle, l'enjeu devient donc essentiel. La puissance qui dominera les océans dominera le monde pour les siècles à venir. L'État qui saisira le trident de Neptune et imposera sa thalassocratie, c'est-à-dire son contrôle des mers, en Europe, cette puissance sera l'hyperpuissance de la planète. De 1744 à 1748, la guerre de succession d'Autriche est pour la marine française un match nul avec la Royal Navy, qui est au maximum de ses capacités sur bon nombre de théâtres d'opérations. La guerre de 7 ans, cependant, avec une marine britannique qui a tout prévu et qui attaque de manière honteuse en pleine paix, sans déclaration de guerre officielle, est absolument catastrophique pour la France. Elle se soldera par des défaites d'un bout à l'autre du globe et la perte de la Nouvelle-France, Canada et Louisiane, et de l'Inde, qui était en passe de devenir entièrement française, nous le verrons. L'Angleterre salit donc à jamais son drapeau et son honneur par cette perfide manœuvre de 1754. Les riches îles à sucre et les territoires d'intérêt économique majeur seront toutefois conservés malgré la défaite générale. Ceci n'entamera en rien la puissance économique française qui continuera d'être un sujet d'inquiétude toujours grandissant à Londres et pour le gouvernement britannique. Les terres françaises d'Amérique sont en effet assez peu explorées, donc les ressources exploitées restent marginales et peu nombreuses. L'arrivée au pouvoir de Louis XVI, sa compréhension des besoins de son royaume et de la nouvelle donne internationale, sa passion dévorante pour l'exploration maritime et les affaires navales en général, va amener la France à surpasser techniquement, stratégiquement et militairement la Grande-Bretagne sur mer. Elle apportera une revanche très attendue par un personnel maritime et un peuple traumatisé par la perfidie anglaise de la guerre précédente
et une éclatante victoire décisive lors de la guerre de soutien à l'indépendance des 13 colonies américaines. Pour la première fois dans l'histoire du pays, en 1782, le budget de la marine va dépasser le budget de l'armée de terre, du jamais vu, suivant ainsi la marche inexorable du progrès et s'inscrivant dans la modernité de son temps. La France deviendra alors la puissance dominante de ce monde, avec une marine française, la Royale, technologiquement bien plus avancée que sa rivale britannique et qui s'imposera dans les combats et à l'échelle planétaire. Les plans de type Borda-Sané, du nom des inventeurs et ingénieurs français, révolutionnent la marine en imposant des navires standardisés, facilement productibles en série, et augmentant de ce fait drastiquement les capacités productives des arsenaux français, alors, et de loin, les meilleurs du monde, nous le verrons également. En effet, le système des ports-arsenaux développé depuis le XVIIe siècle atteint son apogée à cette époque, symbolisé par les travaux du port de Cherbourg que nous étudierons, une prouesse d'ingénierie moderne exceptionnelle alors en Europe. Même si la France, dans son ensemble, reste profondément terrienne, l'intérêt de ces peuples pour les questions navales et coloniales devient majeur. Une nouvelle mode, symbole de modernisme pour la noblesse. La décennie de 1780 verra une amélioration importante du quotidien et de la carrière des matelots afin d'attirer davantage de jeunes gens vers la mer avec le système de réforme des classes que nous verrons bien évidemment ensemble. Toutefois, les conditions de vie en mer restent difficiles et la discipline extrêmement stricte. Mais c'est surtout la peur des maladies comme le scorbut et par-dessus tout la peur d'une guerre maritime bien plus crainte en mer que sur terre, car les blessures invalidantes amputant gravement les matelots sont alors récurrentes lors des batailles. En effet, d'énormes échardes de bois de plusieurs mètres peuvent littéralement découper un homme en deux, sans parler de tous les éclats de bois et autres matériaux propulsés par les impacts des boulets de canon qui peuvent transpercer ou arracher des parties du corps. La peur des naufrages est également très présente, mais en particulier c'est la mort loin des siens, de sa famille, qui limite pour les Français les recrutements dans la marine. Le gouvernement du royaume, depuis Louis XV, encourage la carrière dans la marine en offrant les conditions les plus avantageuses du continent aux marins français, mais le retard pris au XVIe siècle et au tournant du XVIIe siècle sera donc une faille majeure dans la conversion des Français au monde de la mer. Bon, vous le voyez, ce petit film permet de bien parcourir ce siècle, et vous voyez également qu'il est extrêmement difficile d'encadrer, de limiter à un seul titre la marine du XVIIIe siècle, c'est pourtant ce qu'on fait, mais ça pourrait également s'appeler l'abandon de la marine au XVIIIe, parce que c'est ce qui s'est passé pendant une partie de ce siècle, tout comme cela pourrait porter le titre de relèvement de la marine sous Louis XVI, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, on va revoir un peu rapidement et chronologiquement tout cela. Donc le grand roi Louis XIV n'avait accepté la paix de 1697 que pour se préparer à une nouvelle guerre de succession, celle de l'Espagne. Et l'idée, c'était de maintenir sur le trône d'Espagne son petit-fils, le duc d'Anjou. Et pour cela, il a dû tenir tête à toute l'Europe, ou une partie de l'Europe, et notamment de l'Angleterre et la Hollande, mais également la Prusse, le Danemark, la Suède, le Piémont et un peu plus tard le Portugal. Voilà, notre marine allait donc se retrouver une nouvelle fois, c'était pas la première, en présence des deux flottes les plus redoutables de cette époque, c'est-à-dire la flotte anglaise et la flotte hollandaise. Et hélas, elle n'était pas en état, nous l'avons vu donc au début et milieu du XVIIIe, de soutenir ce choc. Nos arsenaux à cette époque, qui étaient autrefois si bien pourvus, étaient menacés de ruines. Le désordre était partout, et surtout dans les comptes, à tel point que les fournisseurs refusaient les livraisons, tant il y avait d'arriérés énormes.
Les employés et les ouvriers des ports étaient dans la misère. Le personnel de la flotte, lui, restait à la hauteur, mais avec peu de moyens. Et malgré cela, eh bien, nous retrouvons des chefs évidemment de valeur. Il y en a toujours eu, hein, des chefs pour soutenir la France dans les moments critiques. Alors on pourrait nommer Château-Renaud, d'Estrée, Forbin, Duguay-Trouin, Ducasse. Les sièges de Cadix et de Gibraltar seront des défaites retentissantes et démoralisantes pour la flotte et ses marins, malgré ces grands chefs et ces héros. Alors il y a une petite lueur d'espoir là-dedans à cette époque, j'en parlais tout à l'heure avec un Malouin, une lueur d'espoir et d'honneur qui résidait probablement à cette époque dans les combats livrés et gagnés par nos corsaires, alors par des noms que vous connaissez, Saint-Paul, Duguay-Trouin ou Forbin. Alors dans les chiffres qu'on peut trouver hein, sur cette époque de prise, c'est important parce que ça illustre bien la vaillance de ces gens-là et des combats qui ont été nécessaires pour acquérir tout ça. En 1706, Forbin a pris 46 bâtiments de guerre. 46 bâtiments de guerre en une année. L'année suivante, une trentaine de navires marchands. Bon, vous allez me dire, les marchands, c'est un peu plus facile, à part que les marchands naviguaient rarement seuls et qu'ils étaient toujours escortés par une flotte, la flotte du pays auquel appartenait la cargaison. Et la plus glorieuse affaire fut le combat du 21 septembre 1707, où Forbin et Duguay-Trouin enlevèrent dans la Manche 3 vaisseaux anglais, en firent sauter un de 92 canons. Le nombre de canons vous donnez de 92 canons, c'est ce qu'on pouvait trouver de plus important. Je ne sais pas compter là-dessus, ça c'est la boussole, on en parlera un peu plus tard. Nos 92 canons, à l'époque, on faisait rarement plus gros. Et ils capturèrent tout le convoi, soit 60 navires. Mais si l'héroïsme de nos corsaires flattait l'amour-propre national, il ne valait pas le poids des grandes batailles navales livrées par les grandes flottes militaires, car elles seules semblaient décisives dans l'équilibre géostratégique du siècle, l'équilibre géostratégique des grandes puissances. La flotte, ou ce qu'il en restait, continuait à s'enfoncer dans la misère, au point que le maréchal de Villars écrivit, alors c'était après la mort de Louis XIV, hein, ouvrez les guillemets, « Je vis avec douleur les débris de notre flotte pourrissant dans les ports. Les arsenaux sont livrés à l'abandon, les magasins sont vides, les ateliers sont déserts, et les vaisseaux sont délabrés et condamnés à l'immobilité. » Donc, vous voyez un peu l'état. En ce qui concerne le personnel de la flotte, alors le personnel était évidemment, les cadres étaient bien entendu le corps des officiers de marine, alors il n'y avait pas que, hein, c'était tout le monde, on parle d'abord de l'encadrement. L'amiral était très généralement un prince du sang, le grand amiral, ce qu'on appellera plus tard l'amiral de France. Le dernier à avoir eu ce titre, c'était l'amiral d'Arlon, il n'y en a plus depuis. Et les officiers étaient recrutés parmi les jeunes gens de la noblesse prouvée. Et je dirais exclusivement parmi les jeunes gens de la noblesse prouvée. On prouvait il fallait 3 générations pour entrer, par exemple, chez les gardes-marines jusqu'en 1764, qui est la date où l'on accepta les jeunes gens désormais de bonne famille. Alors, côté éducation et formation, ce sont ces officiers, vers le milieu du XVIIIe siècle, qui ont posé les bases de la science nautique. Alors, curieusement, c'est au moment où la flotte est la plus délabrée, et où il y a le moins de moyens, que nous allons développer le plus de connaissances et de sciences, notamment les bases de sciences nautiques, à une époque frivole entre toutes. Hein, vous savez comment on vivait à Versailles à cette époque. Et ils se sont adonnés aux études scientifiques. Ils ont cherché à accroître leurs connaissances théoriques. Et c'est sous le règne de Louis XV que l'art de la navigation fit le plus de progrès, avec un certain Bernoulli, Bouguer, Villuet, qui écrivait des traités sur les navires. Duhamel publiait des ouvrages sur les bois, sur les cordages. Vous voyez que tout était étudié. Morag établissait, lui, une nouvelle tactique navale.
Et c'est aussi à cette époque, en 1752, qu'a ouvert l'Académie royale de marine, qui a été fondée à Brest, donc en 1752. Alors l'étude de ces sciences exactes n'absorbait pas uniquement les officiers de la flotte royale. Hein. Ils ont senti que la pratique avait été trop négligée par le passé. Sous Louis XIV et sous Louis XV encore, tout ce que leur demandait l'ordonnance de Colbert, c'est d'être sur le pont au moment nécessaire, que ce soit pour les manœuvres ou pour les batailles, et d'haranguer leurs matelots soit dans les manœuvres, soit dans l'abordage. Donc, vous voyez, c'était pas vraiment le chef qu'on attendait. Alors effectivement, ils étaient là, mais néanmoins, on avait besoin qu'ils en sachent un peu plus. Et il faut dire aussi, concernant ce fait, que c'était aussi une époque où on pouvait acheter sa charge. C'est-à-dire que le roi laissait certaines personnes de la haute noblesse, enfin permettait à certaines personnes de la haute noblesse d'acquérir leur charge, soit d'une escadre, soit ou d'un régiment. On en parlait tout à l'heure, par exemple, à terre, le marquis de la Roche-Jacquelin avait acheté son régiment, le Royal Pologne, voilà, dans lequel a servi son fils, Henri de la Roche-Jacquelin, que vous connaissez certainement pendant quelques années comme sous-lieutenant et comme lieutenant. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement qui existait. Alors, vous voyez, ça va nous rappeler des choses en disant ah, c'est moche, on achetait des charges, on achetait son boulot, on achetait les honneurs. Alors c'était rarement des honneurs parce que les batailles se terminaient rarement comme on l'attendait. C'était d'une certaine manière, effectivement, pour le roi, une façon de flatter aussi sa cour, et puis ça lui rapportait de l'argent, sur un malentendu, et puis surtout c'était de l'argent qui revenait souvent, parce que c'était des charges qui pouvaient être en vente assez rapidement, parce que la mortalité était curieusement assez élevée. Voilà, alors, donc ils se sont quand même aperçus, ce corps des officiers de marine de cette époque, qu'il fallait connaître un peu plus sur les détails du métier. Alors sur la manœuvre, sur le canonnage, sur l'infanterie, ils étudiaient et pratiquaient toutes les compagnies des gardes-marines. Et devenus officiers, ils ne se contentaient plus, comme le recommandait l'ordonnance, ouvrez les guillemets, donc l'ordonnance de 1689 de Colbert, c'était d'être présent à toutes les manœuvres qui se faisaient pendant leur quart et d'empêcher le bruit et la confusion. C'est ce qu'on demandait au capitaine ou au commandant. Donc il ne voulait plus, comme naguère, être présent pour encourager les matelots et activer les manœuvres commandées par des maîtres des équipages. Il s'était empressé, donc à cette époque, d'acquérir les connaissances nécessaires à la conduite du navire. Avant cela, tout reposait, d'un point de vue conduite du navire, sur le pilote, ou sur ce qu'on a appelé plus tard le timonier, c'est-à-dire un marin de la Mestrance, on appellera ça un sous-officier, qui était évidemment très compétent, parce qu'on ne lui laissait pas faire n'importe quoi. Mais vous voyez, le chef de quart ne traçait pas forcément les routes, ne décidait pas forcément de la conduite et de la manœuvre à tenir. Donc, depuis cette époque, eh bien, le pilote est redevenu ce qu'il est resté depuis, un timonier, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, ces officiers de marine sont devenus et sont restés des experts, nous dirions aujourd'hui, dans les sciences navales. Alors, je viens de vous dire, hein, c'est quelque chose de relativement nouveau. Mais aussi dans le commandement des hommes. Le premier rôle de l'officier, c'est de préparer ses hommes à mourir. De préparer ses hommes à mourir au combat, c'est toujours quelque chose qui est valable aujourd'hui. Et ça l'était évidemment d'autant plus à cette époque. Alors, voilà, ça c'était des compétences techniques et maritimes qui ont été développées, mais on peut aborder également les qualités morales. Alors vous voyez qu'à travers les compétences techniques, on a pu déjà peut-être distinguer des choses qui vont pouvoir servir à un charrette un peu plus tard. Maintenant, dans les qualités morales. Alors, elles ne manquaient pas aux jeunes gens, et aux plus vieux, hein, évidemment, qui servaient à cette époque. Alors, dans tout ce que j'ai pu retrouver dans la documentation
notamment dans un livre qui est fantastique, qui est celui-là, qui date du 19e, du lieutenant vaisseau Maurice Loire, qui a fixé une histoire, qui a écrit une histoire de la marine de l'époque médiévale jusqu'au 19e. Les mots qui reviennent le plus souvent, là aussi ça devrait vous interpeller pour le général qui est derrière nous, la bravoure, l'audace, l'intrépidité. C'est des mots qui reviennent souvent lorsqu'on vient parler des qualités morales des jeunes gens que l'on retrouvait parmi les gardes marines. Et cela malgré, entre autres, leur faible solde. Il faut remarquer, comme le remarque M. Loire, ne pas oublier que les officiers de l'ancienne marine se recrutaient surtout parmi la petite noblesse, qui pouvait être pauvre, voire très pauvre, notamment des provinces maritimes. Et puis, on peut remarquer aussi, vis-à-vis justement de ce salaire, de leur solde, qu'ils n'étaient jamais acquittés régulièrement. Je dis, enfin, c'est pas moi qui dis, hein, jamais acquittés régulièrement. Alors imaginez-vous, vous vivez une vie épouvantable, vous êtes embarqué, quand je dis embarqué, c'est pas pendant 15 jours, hein, c'est pendant 8 mois. Vous n'avez pas de solde, alors vous mangez ce que vous pouvez avoir. Et puis vous avez néanmoins une famille à nourrir, et voilà. Et néanmoins, eh bien, on parle de bravoure, d'audace et d'intrépidité. Voilà. Alors, ce côté on fait avec rien, on fait tout, et surtout la guerre avec rien, c'est quelque chose qui est resté dans la marine encore aujourd'hui. Alors pas forcément pour faire la guerre, mais lorsqu'on évoque le peu de moyens. Alors vous avez sans doute entendu parler de ces VAB, ces véhicules avant blindés qui ont été bloqués parce qu'ils n'avaient plus d'essuie-glace et qu'on ne pouvait plus s'en servir, on ne pouvait plus faire la guerre avec. Alors ça c'est dans l'armée terme. Alors chez nous, j'ai un ami qui, lieutenant de vaisseau au moment de prendre le commandement de sa première unité, s'est retrouvé à 3 jours d'une inspection générale par l'amiral à devoir repeindre son navire, qui était d'une couleur épouvantable. Il n'était même pas rouillé, je ne sais pas d'où il sortait, mais... Et il n'avait rien pour repeindre, il n'avait pas de budget, il n'avait rien. Eh bien, il est allé voler avec ses gars de la peinture à l'arsenal pour repeindre son navire. Et je vous parle de ça il y a quelques années. Vous voyez donc, c'est une tradition comme ça. C'est tout faire avec rien. Non. Il y a une autre expression, mais je ne vous la dirai pas. Voilà, donc le relèvement de la marine va se poursuivre. Le relèvement de la marine va se poursuivre sous Louis XVI, grâce notamment à M. de Sartine, qui remplaça Turgot en 1774, et sous son administration, les forces s'accrurent considérablement. Nous avions en 1770 jusqu'à 84 vaisseaux. Alors 84 vaisseaux, c'est-à-dire les plus gros de nos navires, sans compter les frégates et les bâtiments les plus petits, donc on verra quelques types tout à l'heure. Donc je répète, 84 vaisseaux. Aujourd'hui, en 2024, alors ça date de novembre 2024, nous avons dans la marine française 70 bâtiments au total, et nous sommes aujourd'hui à la 10e place mondiale, et nous avons été dépassés par la Corée du Nord, la Turquie, le Japon, l'Indonésie, et nous sommes évidemment très loin derrière la Chine, la Russie et les USA. Voilà, donc le relèvement de la marine se poursuit avec Louis XVI et ses ministres de la marine, dont Sartine notamment, qui a été extrêmement... qui a poussé à ce relèvement. Avec cette marine imposante et montée, entre guillemets, par un personnel stylé, la France était en mesure de prendre rang sur mer et de s'affirmer comme puissance navale et peut-être de venger ses vieilles injures. Encore et surtout avec l'Angleterre, je vous dis, notre meilleur ennemi. Et c'est l'Amérique qui vient rompre le lien c'est l'Amérique qui vient de rompre le lien qui l'a rattaché à la Grande-Bretagne, qui va mettre le feu aux poudres. Et donc Louis XVI, qui est d'abord un petit peu surpris par cette indépendance, cet esprit d'indépendance aux États-Unis, et les États-Unis qui commencent à se constituer et à se rebeller face à la Grande-Bretagne et à la couronne, Louis XVI ne résistera pas au courant de l'opinion
et conclut rapidement d'abord un traité de commerce avec les jeunes États-Unis, un traité de commerce et d'amitié, et puis ensuite un traité d'alliance éventuel, au cas où il serait agressé, ce qui évidemment ne va pas manquer. Alors, eh bien, évidemment, dans cette situation, alors là on est aux environs de 1700, on n'est pas loin de l'arrivée de Charette, hein, ça vous dit un peu comment ça se passe. Enfin, dans quelle marine il va arriver, dans quel contexte il va embarquer. Les hostilités ne tardèrent pas, et une fois encore, c'est l'Angleterre qui va tirer le premier coup de canon. Alors vous savez qu'ils ne s'embarrassent pas, ces gens-là, avec un préavis ou des choses comme ça. Hein. Enfin, c'est pas nécessaire. Une fois que c'est décidé, on y va et on ouvre le feu. Et le premier combat qui immortalisa d'ailleurs le nom de la Belle Poule, alors ce n'est pas celle-ci qui est une maquette de la Belle Poule, mais qui succédera à celle dont je suis en train de parler, qui était commandée par un capitaine de frégate ou un capitaine de vaisseau qui s'appelait La Clochetterie. C'est un navire de 26 canons, et en 1778, ce navire, la Belle Poule, est envoyé en reconnaissance au large des côtes bretonnes, près de Roscoff, pour... alors en fait, l'état-major commençait à s'inquiéter un peu des manœuvres et d'escadres britanniques qui étaient un peu trop près des côtes françaises. Et la Belle Poule, avec la Clochetterie, reçoit l'ordre d'aller voir et de rapporter ce qu'il pourra voir. Il s'approche un peu il distingue une escadre. Alors c'était au large de Roscoff, je crois, donc Nord-Bretagne, pas très très loin de Brest. La Belle Poule avait appareillé de Brest. Et il y a une frégate un peu plus armée que la Belle Poule, l'Artéruse, je crois. Oui, l'Artéruse, 32 canons. Donc tous mesurés au nombre de canons à l'époque. Qui vient vers lui et qui lui demande de se présenter. Se présenter, ça veut dire amener le pavillon, en gros de se rendre et de délibérément devenir une prise, alors qu'il n'y avait aucun état de guerre délibéré avec eux. Donc évidemment, la Clochetterie refuse. Le premier coup de canon est tiré par l'Artéruse, qui dispose de 32 canons, donc bataille navale de l'époque. 5 heures de combat. 5 heures de combat. Vous avez vu tout à l'heure 15 secondes. Imaginez 5 heures de combat. Enfin, combat de pont à pont, de je vire de bord, je reviens. Voilà. 5 heures de combat. À l'issue, ouvrez les guillemets, le pont n'est plus qu'un ponton sanglant entièrement dégré. Et la Clochetterie n'a pas amené le pavillon. Et son navire sera ramené à Brest le lendemain. Je crois environ de 200 morts quand même à bord. Voilà. Et c'est le casus belli en fait que va utiliser, c'est le mot ultimatum que je cherchais tout à l'heure, pas d'ultimatum chez les Anglais, hein, c'est comme chez les Japonais, mais on ne se plaint que des Japonais. Voilà, c'est le casus belli qui est utilisé par Louis XVI pour la déclaration de guerre à l'Angleterre. Et c'est à compter de cette date, qui coïncide avec l'entrée en service de nombreux bâtiments. Alors, juste une précision sur les mots, bâtiment est utilisé pour les navires de guerre, pour les navires de guerre. Bateau, c'est utilisé un terme général, alors c'est plus pour le fluvial, ou pour les gens qui ne connaissent pas, et puis navire, c'est souvent pour les navires marchands, ce qui transportent du commerce. Donc, juste à cette époque, on a construit 15 navires de premier rang en 2 ans. Je ne sais pas si on est loin de ça aujourd'hui, hein, 15 navires en 2 ans. Donc c'est à partir de ce moment qu'on parle de la résurrection de la marine française. Et puis c'est à cette date aussi qu'un certain François Athanase Charette de la Contrie reçoit sa lettre de nomination comme garde-marine, attaché au port de Brest. Il reçoit sa lettre le 20 mars 1779. Donc la marine royale est en ébullition, elle a enfin des moyens, elle a du personnel formé, qui est fier de son service, et qui connaît ses compétences sur mer. En 1781, le comte de Grasse était parti aux Antilles avec 21 vaisseaux, tandis que le bailli de Suffren était lui parti vers les Indes pour y prendre le commandement d'une division de plusieurs vaisseaux.
Ce qui va se passer ensuite, c'est les premiers combats pour la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc c'est la bataille de Chesapeake, avec des touches, et puis évidemment l'amiral Comte de Grasse. Donc une bataille navale, même si elle a été tirée vers la terre à Chesapeake. La défaite de l'amiral Hood. À la Martinique, la prise de Tobago, dans les Antilles, la prise de Tobago. Donc ça, ce sont des succès qui firent enfin pâlir l'étoile de l'Angleterre. Voilà, donc quel est l'état d'esprit du personnel à ce moment-là que connaît Charette? Alors les rapports de l'époque signalent que le commandement donnait toute satisfaction. Maurice Laure encore nous éclaire et précise en rapportant que, ouvrez les guillemets, que la noblesse de course désintéressée de la vocation, sans doute avec les intrigues, la légèreté, la corruption, etc. Et c'est la petite noblesse de province dont on a parlé tout à l'heure, en particulier celle des régions maritimes, qui continuait à fournir à la flotte son contingent héréditaire d'officiers solides et dévoués, presque tous sans fortune, et n'ayant d'autre voie que le service du roi pour arriver à faire dans le monde honorable figure, fermez les guillemets. Donc, vous voyez, de qui on peut parler lorsqu'on parle d'une petite noblesse de province, celle de région maritime, qui continue à fournir à la flotte son contingent d'officiers solides et dévoués. Ces officiers étaient aussi reconnus comme de fins tacticiens, donc on avait vu tous les efforts qu'ils ont été faits, et si renommés que les rois de Suède, de Danemark et de Naples envoyaient leurs jeunes officiers s'instruire auprès des nôtres, au point que j'ai pu retrouver le témoignage d'un Anglais, John Clark, qui a écrit en 1782, dans un essai de tactique navale, « Les Français, nos ennemis, ont acquis une connaissance plus parfaite d'évoluer de grandes escades à laquelle nous ne faisons pas assez d'attraction, tandis que de notre côté, nous avons continué à suivre une ancienne routine que l'expérience plus raffinée des modernes aurait pu nous faire rejeter. » Donc les compliments d'un marin anglais, ça se prend toujours. Voilà, donc à ces mérites divers, les marins et capitaines de la période de Louis XVI joignaient une bravoure à toute épreuve. Et ce n'est pas seulement la clochetterie, qu'on a vu, le héros de la Belle Poule, ou du Quédic. Il conviendrait de citer encore la Motte Piquet, Grimoire, de Rumin, Tilly, Borda et bien d'autres. Il n'en manquait pas un qui puisse raconter une victoire remportée par eux de vaisseau à vaisseau, de frégate à frégate, au cours de cette guerre. Voilà. Attachés à leur devoir, ils souffraient des fautes de leurs anciens sous le règne de Louis XV et étaient sans doute prêts à laver ces tâches par un héroïsme dépensé sans compter. Alors je ne peux pas résister au plaisir de vous lire, dans cette belle Bible, un petit passage qui retranscrit bien l'esprit de ces hommes. Alors, ouvrez les guillemets, toujours. Chacun d'eux pouvait aussi redire un glorieux fer d'armes auquel il avait pris part. Leur courage s'entourait d'une crânerie vraiment admirable. Crânerie. N'était-ce point de la crânerie et de la plus fière que de leur habitude d'endosser pour se battre leurs plus beaux amis, leurs plus beaux habits, leurs plus beaux uniformes, leurs plus riches broderies. Ils savaient que tous ces atours étincelants les désignaient facilement au bal des fusils anglais. Mais ce surcroît de danger leur plaisait, les attirait même. La tradition voulait qu'un gentilhomme affrontât la mort en se jouant. Et les voilà qui bravent la mitraille en perruque poudrée, en jabot de dentelle, chaussés de bas de soie et d'escarpins à boucles d'argent. Tout à l'heure, quand on montera à l'abordage, ils jetteront là leur fine épée de gala pour saisir de leurs mains délicates la pesante hache d'armes ou la pique longue de 4 pieds. Et quand, après 2 heures de combat vergue à vergue, c'est-à-dire main contre main, la nef, pour citer le cas d'un navire, d'un bâtiment, voudra prendre d'assaut la flore, tous les officiers sans exception seront tués l'un après l'autre dans l'impétueux élan qui les aura jetés sur le pont du navire anglais. Ils vont au combat ainsi qu'à une fête et s'y montrent, suivant l'expression du prince de ligne, ardent d'une jolie ardeur de fin de souper, plein d'une intrépidité souriante et d'une dédaigneuse désinvolture. Comme ce chevalier
Groute de Saint-Georges, qui, manquant de projectiles au combat d'Ortegal, faisait charger les canons de l'Inflexible avec son argenterie de famille. Voilà, ça vous donne un peu l'exemple un exemple de ces chefs, mais il en est de même pour les matelots, pour les marins. Si dans la fureur de la mêlée, les vaisseaux se rapprochaient assez pour que l'abordage fût possible, nos matelots trouvèrent à déployer la meilleure qualité, cette Furia Francesa, qui ne leur était point perdue. Il fallait les voir sauter à bord de l'Anglais, la hache au poing, le pistolet chargé, le sabre au clair. C'était une avalanche humaine qui remplissait d'épouvante un torrent que rien ne pouvait arrêter. Voilà, donc les mots à effet. Et puis alors, toujours, Maurice Loire cite une marquise qui interrogeait un marin sur une bataille qui avait concerné un navire, un bâtiment qui s'appelait la Surveillante. Cette réponse d'un blessé de la Surveillante et une marquise qui lui demandait si vraiment les Anglais avaient cloué leur pavillon au grand mât de leur navire. « Madame, le nôtre était cloué par l'honneur dans le cœur de notre capitaine. » Vous voyez, si les Anglais clouaient leur pavillon, c'est-à-dire leur drapeau, dans le mât de leur navire pour ne pas avoir à l'amener, c'est-à-dire à capituler au combat, eh bien, le marin français répétait que le nôtre de pavillon était cloué dans le cœur de leur capitaine. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'état de nos hommes. Donc voilà pour l'état d'esprit du corps, des unités que rejoint notre charrette dans les années 1780-1790. Alors c'est un peu éclairant, je pense, sur ce qui fera de lui le chef qu'on connaît. Alors revenons justement un peu à lui, parce que c'est quand même vers lui qu'est tourné cet après-midi. Donc garde-marine en 1779-1780, qu'est-ce que c'est qu'un garde-marine? Alors il s'agissait des ancêtres des élèves officiers et des officiers élèves de l'actuelle école navale. C'est un terme qui est utilisé de 1670 environ jusqu'à 1790, où il va y avoir une réforme un peu concernant les entrées et la sélection des officiers, des futurs officiers. On les a également appelés, sous Louis XV, les gardes du pavillon. Le pavillon, c'est le drapeau, c'est ce qu'on a le plus précieux à bord. Et ces jeunes gens ont été réputés pendant plus de 100 ans, comme des jeunes gens arrogants et indisciplinés. Alors on y entrait comme charrette à l'âge de 16 ans, environ 16 ans, alors pas 8 ans, 8 ans c'est les mousses, alors il y a quelques agneaux qui sont entrés comme mousses, très jeunes à l'âge de 8 ans, mais ce n'était pas le cas de la plupart de nos officiers de marine. Et donc, outre la naissance aristocratique, d'autres critères d'admission étaient exigés, comme par exemple connaître l'arithmétique et quelques humanités, et qu'ils continueront à apprendre après. Sa formation, leur formation, varie en fonction du siècle, parce que vous voyez, c'est un corps qui va exister pendant un peu plus de 100 ans, mais cette formation est généralement fixée à 10 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est... Astrid, c'est 3 ans, l'école navale aujourd'hui 3 ans. Voilà. 3 ans avec Mathieu Pasplay avant et le concours de Sud Télécom. Voilà. Et pendant ces 10 années, eh bien, ils vont refaire, ou ils vont approfondir des mathématiques, de l'hydrographie, de la géométrie. Et grâce à la géométrie, ils vont approfondir la navigation, la manœuvre, la construction, la fortification, la théorie du canonnage, mais aussi la mécanique, qui est une science nécessaire pour savoir l'usage et les raisons de la force des machines dont on se sert dans les ports et dans les vaisseaux. Je ne l'invente pas, c'est écrit dans les ordres de la marine. Là aussi, lorsque on lui dira qu'il ne sait pas forcément se servir d'un canon et faire la guerre, je rappelle, la formation qu'il a pu, comme tous les autres, recevoir sur la construction, sur la fortification et sur les manœuvres, d'une manière générale.
Donc les écoles des gardes-marines sont installées sur 3 sites à cette époque, 3 sites bien connus des marins, parce que 3 ports évidemment. Paris n'était pas encore un port. Donc c'était Toulon, Rochefort et Brest. Et l'instruction était confiée à quelques laïcs, mais à cette époque-là, elle était surtout confiée à nos chers pères jésuites. Et on peut trouver une trace précise de leur instruction dans un document rédigé par le père Toubeau, qui a été affecté jusqu'en 1728 à Brest, donc il n'a pas connu côtoyer Charette, mais néanmoins, voilà, donc on peut trouver là, alors ça c'est drôle parce que c'est le premier document classé secret défense que j'ai trouvé, parce que, enfin c'est pas classé secret défense, mais c'est un rapport que ce père jésuite, professeur de géométrie et d'arithmétique, fait à son supérieur, et il dit ce que je demande en grâce à votre grandeur, et que ces mémoires ne puissent être montrées à personne sans un ordre express de votre grandeur. Enfin, bon, c'est comme quoi. Il fallait surtout pas que ce soit divulgué, il fallait surtout pas connaître nos failles, si toutefois on en avait. Donc là-dedans, on peut retrouver très rapidement une journée. Alors là aussi, c'est éclairant sur des tas de choses. La messe était célébrée tous les jours, à 6h l'été et à 7h en hiver. Au sortir de la messe pendant 2 heures, les maîtres à décider à écrire et le maître d'hydrographie enseigneront. Les brigades feront l'exercice du mousquet et de la pique, les uns après les autres. Voilà. Ensuite, travail d'écriture, à nouveau un travail d'hydrographie, à nouveau des exercices de mousquet et de pique. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et puis des évolutions militaires les matins, pratiquement tous les matins, sauf le dimanche, sur des champs de bataille qui étaient reconstitués. Voilà. Et après, on reprochera à Charette de n'être qu'un marin. C'est donc l'instruction des gardes de la marine à Brest en 1692. Voilà. Bon, c'est un peu pour vous situer où rentre Charette. Maintenant, voyons ses états de service, ce qu'il a eu. Alors, on va voir les navires sur lesquels il est embarqué, puis on va parler un petit peu, on va se plonger. J'en connais qui ont vécu un peu aux Antilles pendant quelques années, et on va parler de la bataille des Saintes. On va essayer de très rapidement, mais il faut le voir parce que c'est important. Alors, écoutez, vous savez déjà tout sur Charette, hein, qu'il est né à Couffé en 1763. Et François Athanase hérite à la mort de son père de quelques terres qu'il doit se partager à sa sœur, puisque c'est son frère aîné qui va avoir la majorité de la maigre fortune familiale. Comme pour beaucoup de cadets de famille de l'Ancien Régime, donc il doit se destiner au métier des armes, et il fait ses études chez les oratoriens d'Angers, et il est reçu comme garde-marine, on vient de le voir, le 20 mars 1779, et il a 16 ans. Et comme nombre de jeunes gens qui l'accompagnent, il se voit probablement déjà capitaine, couvert de gloire et riche en part de prise. Et nous l'avons vu, ces années sont celles de la guerre d'indépendance américaine, où une fois encore, il va falloir affronter la Royal Navy. Alors, ces premiers embarquements, donc à peine âgés de 17 ans, seront sur l'Auguste, un vaisseau de ligne de 80 canons. Je pense qu'on doit avoir l'Auguste quelque part. Voilà l'Auguste. Voilà, l'Auguste à l'époque, c'est les porte-avions de l'époque, si vous voulez. C'est les plus grosses unités. Donc 17 ans, on embarque là-dessus. C'est un vaisseau de ligne de 80 canons. Il est rattaché à l'escadre du comte d'Orvilliers. Il est chargé de protéger les côtes françaises. Donc, gravement malade au début, il va être débarqué pour quelques mois. Il ne pourra pas partir donc immédiatement dans les combats qui se dérouleront au large des jeunes États d'Amérique et aux Antilles. La bataille de Fort-Royal notamment, et c'est une fois rétabli qu'on l'affecte sur le Hardy, qui est un navire de 64 canons, donc un peu plus petit que celui-ci, et sur lequel il va faire son baptême du feu le 25 avril 1781. Son escadre sort de Brest et rencontre le 2 mai, vous voyez, ça ne tarde pas, un convoi anglais qu'elle attaque, évidemment. C'est un succès, enfin, le succès n'est pas évident, mais c'est un succès. C'est une première victoire pour le jeune garde-marine, et il capture à cette occasion 22 navires marchands.
Le Hardy, sur lequel il est, se joint ensuite à l'escadre espagnole, à Cadix, et puis il revient à Brest. Charette est ensuite affecté sur le Clairvoyant, c'est un côtre de 33 canons, encore plus léger que les deux bâtiments précédents. Et il va vivre sur ce bâtiment un des plus grands combats navals de son époque, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la bataille des Saintes, aux Antilles, entre le 9 et 12 avril 1782. Alors, c'est assez éclairant, donc je vais vous montrer un peu une scène de tactique de bataille navale de cette époque. Pour le contexte, l'amiral de Grasse est aux Antilles, il a reçu l'ordre, il est malade, il a demandé à être relevé de son commandement et le chef d'état-major de l'époque à Paris lui dit écoutez, vous êtes malade, tant pis pour vous, moi j'ai personne pour remplacer, donc vous restez et je vous demande ordre, je dois vous trouver la formule, de prendre l'île de la Jamaïque et de neutraliser tous les Anglais que vous pourrez voir à portée. Je vais vous trouver ça. Bon, c'est pas très grave, il faut avancer. Toujours est-il que, voilà, donc pas en grande forme. Les premières manœuvres, alors l'idée c'est, en dehors du fait de prendre la Jamaïque, c'est d'escorter un convoi de 150 navires marchands pour aller plus au sud et notamment vers les colonies espagnoles. Vous savez que, contrairement aux Anglais, l'Espagne était plus souvent notre allié. Voilà, et ça se présente assez mal parce que au J-1, la bataille des Saintes, le Jason, un bâtiment de la Royale, a la bonne idée de percuter un autre navire. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de les envoyer, je crois, en Guadeloupe pour réparation. Donc, il va être déjà privé de 2 navires. Et puis, il a écho de la flotte, de 2 flottes en fait, de 2 amiraux anglais dans la mer des Caraïbes. Donc il se dit je vais envoyer mon convoi à l'abri. Le convoi, pour le mettre à l'abri, il va le faire escorter par 2 autres navires et il va se retrouver finalement lui avec une escadre de 30 navires contre les Anglais qui en auront je ne sais plus 34 ou 37 Rodney Hood. Les amiraux Rodney Hood qui ont 37 vaisseaux. Alors c'est l'époque des grandes batailles, vous savez pourquoi on appelle ça des vaisseaux de ligne? C'est parce que la guerre se faisait en ligne, c'est-à-dire que le but c'était de passer en ligne les uns à côté des autres, c'est comme ça que se passaient les uns à côté des autres, oui, bord sur bord quasiment, et d'ouvrir le feu. Alors ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je vous laisse voir un peu ça, puis on va faire un petit commentaire. Au matin, les 2 amiraux acceptent le combat. Le vent est faible et file vers l'ouest. La flotte française va vers le sud-ouest et est au vent. La flotte britannique va vers le nord, sous le vent. Les 2 flottes professionnelles s'alignent bien. A noter que le convoi est parti vers le nord, ce qui inquiète notablement De Grasse, qui craint de voir les Britanniques continuer tout droit après la rencontre. Oui, vous voyez, typiquement une bataille de ligne, et puis vous avez vu que le convoi était parti vers le nord. Donc ici, De Grasse, qui est au milieu sur la ville de Paris, se dit si jamais les Anglais nous font un nouveau coup pendable, en fait ils vont poursuivre le convoi, me prendre mon convoi de 150 navires, et moi je vais me retrouver gros gens comme devant. Vous voyez, donc, et puis ce qui va compliquer encore la chose... Au matin, les 2 amiraux acceptent le combat. Le vent est faible et file vers l'ouest. La flotte française va vers le sud-ouest. Ensuite... Pour continuer à tirer et éviter d'être vent travers, les Français du centre virent à tribord, De Grasse préférant ne pas rompre le combat trop rapidement. Il donne même des ordres pour virer de bord et ainsi s'aligner sur la direction britannique. Mais ces signes sont mal compris. L'avant-garde suit sa route au sud, le centre vire, l'arrière-garde se décale, 2 trous béants s'ouvrent dans la ligne française. Alors, vous voyez, là, ça commence à clocher, d'autant plus qu'il y a eu un vent contraire qui ne leur a pas permis de manœuvrer correctement. Les ordres de De Grasse ont été mal compris. Le navire amiral est au milieu. Qu'est-ce que vont faire les Anglais, à votre avis? Eh bien, profiter des 2 trous, ce qui ne se fait jamais. C'était, ils ont sauté sur l'occasion, cette fois, comme souvent. Et donc, évidemment, ils vont casser cette ligne.
Et ce qu'on va voir qui est extrêmement dangereux, et ce qui a été le plus fatal. Pour continuer à tirer et éviter d'être vent travers, les Français du centre virent à tribord, De Grasse préférant ne pas. Bien compris dans son intention par ses subordonnés, Rodney coupe le centre français de son arrière-garde, tandis qu'une autre partie de son escadre fait de même devant. L'avant-garde britannique entame un virage de bord, le centre français est encerclé. Bien compris dans son intention par ses subordonnés, Rodney... Et voilà, le final. À partir de là, la bataille devient du pain béni pour les Britanniques. De Grasse est incapable de communiquer plus d'ordre et chaque navire français joue sa propre survie. L'encerclement permet aux Britanniques de doublement canonner les navires français et d'en bloquer plusieurs dans leur tentative de fuite, dont le navire amiral le Ville de Paris. Le repli général est sonné et les Britanniques préfèrent s'assurer certaines prises plutôt que de poursuivre le reste de la flotte française. Le Ville de Paris, avec De Grasse et 4 autres navires français sont capturés. Ouais, ce qui a été fatal, en fait, c'est d'être pris sur les deux lignes et d'être finalement canonné de chaque bord, sur tribord et sur bâbord, avec des choses qui étaient excessivement meurtrières à l'époque, ce qu'on appelait les caronades, parce que c'était des petits canons qui étaient sur les ponts, dans lesquels on mettait de la mitraille et qui découpaient littéralement tout ce qu'ils trouvaient de vivant ou de mature ou de voile sur le pont adverse. Voilà. Ce qu'on peut dire sur la bataille des Saintes. Au résultat, 2000 morts. La bataille a duré 5 heures, encore une fois. Décidément, 5 heures, comme pour la belle poule. Et évidemment, qu'est-ce qu'on dira mal? Eh bien, il venait d'assister, en fait, il venait d'assister à la dernière grande bataille navale, parce qu'à partir de là, si vous voulez, les règles ont un peu changé. Voilà. Donc, on vient de voir la bataille des Saintes. À l'issue de cette bataille, il n'y a pourtant pas eu de changement notoire d'un point de vue géostratégique. Mais simplement, ça va balayer tous les efforts acquis par nos marins, et ça va briser une dynamique victorieuse pour la France. Pour Charette, qui a réussi à rejoindre la Guadeloupe, puis Saint-Domingue, il est appelé sur un autre bâtiment, sur l'Hercule, et comme beaucoup d'officiers et de marins, il rêve d'une revanche et d'un accord de cessation d'hostilité est signé en 1783 qui met un coup d'arrêt au projet d'expédition franco-espagnol qui était prévu. Alors il va être de retour à Brest, il va poursuivre sa formation, il va reprendre la mer en 1784 à bord de la Loire, et il va faire à bord de ce navire des allers-retours entre la France et la Lettonie, Riga particulièrement, où il va faire du transport de bois. Et c'est d'ailleurs un navire qu'il va probablement commander. On n'en est pas très sûr, enfin, dans ce que j'ai pu trouver des états de service de la marine, mais voilà, c'est une gabarre qui va probablement commander. Les embarquements se poursuivent pour lui. En 1785, il est à bord de la Cléopâtre, une frégate de 32 canons. Ensuite, il va servir aux Antilles à nouveau sur le Dauphin, un petit brigantin. Il est promu lieutenant de vaisseau le 11 novembre 1787, à l'âge de 24 ans. Vous voyez qu'il s'en est passé quand même un certain nombre de choses. Et c'est en Méditerranée qu'il servira maintenant, désormais, car il va embarquer sur une corvette appelée la Belette, une corvette de 18 canons, qui va participer à plusieurs combats au Levant contre les pirates barbaresques au large d'Alger, d'abord, et puis à Carthagène. Alors, il va également mener un certain nombre de combats contre les corsaires turcs, grecs, qui harcèlent les navires marchands en Méditerranée. Et la Belette rejoint Toulon le 12 juillet 1789, 2 jours avant donc, la fameuse prise de la Bastille et le début d'une autre histoire.
Mais ce 12 juillet 1789, c'est une partie du rêve de Charette qui s'est réalisée. Alors, il n'est pas tout à fait encore capitaine, mais dans les poches de sa veste d'officier, environ 1347 livres et quelques sols, 10 sols exactement, gagnés pendant sa campagne sur les mers du Levant grâce à toutes ces prises. Et le 14 novembre, il va demander un congé de 8 mois. Et en novembre 1790, il va quitter la marine royale et demander sa retraite, qui va être acceptée, évidemment. Nous sommes en 1790, donc François Tannéchal de la Conterie a 27 ans. Et beaucoup d'historiens, alors je ne suis pas historien, je ne suis que marin, beaucoup d'historiens excluent l'idée qu'il puisse avoir tourné le dos à sa carrière d'officier par conviction contre-révolutionnaire, et qu'il souhaitait surtout s'écarter du service pour vivre une vie un peu plus douce, certainement plus douce, hein, une vie confortable, et notamment par un beau mariage. Alors mon avis, mais ça reste le mien, c'est que je vous le partage néanmoins, c'est que je crois que Charette a eu beaucoup de mal à supporter la désorganisation de la marine qu'il va découvrir en mettant le pied à Toulon en 1789, hein, le 12 juillet. La marine qu'il a connue 10 ans auparavant a complètement changé. Et je pourrais faire un petit... Alors juste, ça sera la dernière chose que je vous dirai, parce que je vois que j'ai pris bien trop de temps. 135 sur la désorganisation de la marine sous la Révolution. Alors c'est effroyable par rapport à ce que Charette a connu, évidemment. Les ports n'attendirent pas, comme Paris, le 14 juillet 1789 pour commencer la Révolution. La misère y était profonde, les employés, ouvriers, matelots étant mal payés, le mécontentement devint général et le moindre prétexte servit de ralliement à l'émeute. Dès le mois de mars, donc 1789, quelques mois avant que Charette pose son sac à Toulon, après ses campagnes en Méditerranée, des massacres eurent lieu. À Rochefort, des maisons furent pillées, des boulangeries saccagées. À Brest, le directeur du port fut jeté hors de la ville. Dans les arsenaux, l'effervescence était grande. Les ouvriers de Toulon prenaient la cocarde tricolore bien avant qu'elle fût devenue légalement emblème national, et les petits fonctionnaires adressaient pétition sur pétition à l'Assemblée nationale pour demander la révision des ordonnances qui les maintenaient dans la dépendance du corps privilégié des officiers de vaisseau. La population, toujours prompte à s'alarmer, écoutait les meneurs qui abusaient d'elle, accuser les chefs militaires de trahison, prétendre qu'ils voulaient livrer nos ports à l'Angleterre ou à la Hollande. C'était des propos d'une banalité courante. Les sociétés populaires, soudoyées par l'or et les agents de l'Angleterre, encore eux, répandaient partout l'esprit de révolte. Les clubs très actifs détournaient de leurs devoirs les hésitants et les timides. À Toulon, la société des adorateurs de la liberté et de l'égalité, à Brest, celle des amis de la Constitution, se distinguait par leurs agissements sur les ouvriers. Alors, vous savez, quand on a connu ce qu'on vient comme Charette, ce qu'on vient de voir, ces batailles, l'excellence, je dirais, de la formation qu'il a pu recevoir, je comprends qu'il a sans doute pu être désabusé, mais je laisse tout à fait d'autres personnes avoir une autre opinion sur cette affaire. Voilà, alors pour conclure, de Charette, de tout ce que nous avons pu voir, qu'est-ce qui a pu influer sur lui, sur ce que nous connaissons de ce général en chef de l'armée catholique et royale? Alors, vous avez peut-être noté tous ces qualificatifs, hein, tous ces adjectifs qu'on a pu utiliser, le courage et les qualités, courage, force, abnégation, détachement, bravoure, impétuosité. Vous voyez, enfin, tout cela nous permet peut-être d'un peu mieux comprendre et de voir qui il était. Et je crois que tous ces adjectifs peuvent probablement se rapporter à lui.
Nous pouvons aussi retrouver un éclairage sur certaines de ses décisions, de ses sentiments, dans les batailles, dans les batailles qu'il va mener à terre. Lorsqu'on en lit le récit, ce sont de véritables abordages qui se terminaient souvent comme sur le pont des navires, c'est-à-dire au corps à corps. On pourrait noter également son ressentiment envers les Anglais. Il ne leur accordera jamais sa confiance, même à la fin, même lorsqu'il avait besoin d'argent et qu'il a reçu. Alors je tombe peut-être dans le domaine de la légende, mais tout comme son état-major, le trésor, enfin l'argent des Anglais n'a jamais été dépensé, en tout cas dans l'armée de Charette. Voilà, alors ce qui se justifie quand on a vécu à la mer de tels affrontements, et puis reçu sous perfusion cette haine de l'anglais en intraveineuse. Ça semble cohérent. Dans son parcours, dans son histoire aussi, durant les guerres de Vendée, j'ai été étonné de lire le récit de ses bivouacs, de ses haltes. Et bien curieusement, beaucoup de ces récits m'ont fait penser à des escales de marins. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé ce marin en relâche à terre, et vous savez que ça ne manquait jamais d'animation. Alors sans doute dans les bivouacs de Castelnau, de La Roche-Jacquelin, c'était certainement joyeux, puisque le Vendéen est joyeux de nature, même au combat. Mais néanmoins, il y a souvent des récits de fêtes, de musique, et notamment de danse. Et moi qui ai navigué et fait un certain nombre vécu un certain nombre d'escales, lorsque je dis ça, eh bien j'ai l'impression de retrouver en escale. Son uniforme aussi, alors vous voyez, c'est en soi... Ça, c'est la bataille des Saintes, vous voyez ce que ça a pu donner, une bataille navale en ligne. Voilà. L'uniforme, vous voyez, ça c'est un uniforme des gardes marines du 18e. Alors curieusement, par rapport à ça, eh bien, si vous le coupez là, eh bien, ça donne l'uniforme de Charette. Un peu de choses près, puisqu'on va dire que c'est un dolman de hussard. Voilà, je vous dis que ça peut interpeller. L'âpreté également, la rudesse des combats, lorsqu'on a connu l'effroi d'un combat naval, que vous avez vu un peu en image tout à l'heure, on comprend mieux une réflexion, la réflexion que Charette pourra, lors de son arrestation, pourra dire, c'est que vous direz, mais quand même, vous avez vu tout ce que ça a causé, tout ça pour ça. Et sa réponse a été, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous voyez, là aussi, il y a un lien avec le combat, avec le sacrifice, qui est important. Ensuite, c'est aussi une petite chose, on l'a ramené juste pour ça, mais voilà, l'étendard de l'armée de Charette, bon, ça ne vous échappera que quelque part, c'est d'une part les couleurs du Royaume de France, mais également l'encre marine. Alors, je ne connais pas d'autres régiments ou unités de l'armée catholique et royale qui est ça. Voilà, mais ce qui, et puis je vais m'arrêter là, parce que j'en ai déjà perdu beaucoup, ce qui selon moi caractérise le plus notre général Charette, c'est ce que nous avons pu lire un peu plus tôt de l'un de ses camarades, le chevalier Groux de Saint-Georges. Ces jeunes gens sont pleins d'une intrépidité souriante et d'une dédaigneuse désinvolture. Alors je répète, ces jeunes gens sont pleins d'une intrépidité souriante et d'une dédaigneuse désinvolture dans le combat et face à la mort, mais n'était-ce pas cela la noblesse que nous avons oubliée? Voilà, merci à tous, bonne soirée et merci de votre patience et d'avoir écouté. Voilà. Alors, je ne sais pas si quasiment 1h20, je sais que ça a été un peu long. Si vous avez quelques questions, oui. Vous avez dit tout à l'heure en introduction qu'il ne voulait pas être marin, Charette. Oui, alors je crois... Pourquoi il a été alors? Pourquoi il a été? Parce que par tradition, les cadets, de familles de petite noblesse de province, désargentées, voilà, rejoignaient, généralement servaient dans les armées.
Et ça a été... Et il faut noter que dans les provinces de l'époque qui avaient un caractère maritime, l'armée était, enfin la marine, la royale était une destination privilégiée. Voilà. Et bon, après ça a été, ça s'appelle le roman de Charette. Bon. Je ne connais pas exactement son état d'esprit à ce moment-là. Une autre petite question? Oui, monsieur Level. Il y a des historiens qui disent qu'au moment de la chute de la Bastille, il était donc à Brest, et écœuré par le désordre qu'il avait en place, oui. Il prend un cheval, il prend son cheval, il traverse la Bretagne, il arrive à Fontclose où il trouve sa sœur Marianne, et il lui dit « Qu'est-ce que je fais ?»« Bah, marie-toi. » Et donc c'est là où il épouse une jeune fille qui est à Fontclose, et il s'installe à Fontclose. Oui, non mais je crois réellement les circonstances et non pas une volonté. Et ces circonstances, c'est réellement ce qu'il trouve. Enfin, vous imaginez à quel point, c'est encore valable aujourd'hui, quelqu'un qui est en mer, qui vit pendant des mois en mer, est totalement coupé de ce qui se passe, ici, de ce qui se passe à terre, de ce qui se passe. C'est tout. Aujourd'hui, en 2025, c'est encore le cas de nos marins. Ils arrivent dans un pays dont ils sont complètement déconnectés, et Charette va arriver dans un endroit qui a complètement changé en quelques années. C'est une désorganisation totale, et après ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qui doit avoir sans aucun doute du mal à vivre, et le fait qu'on lui propose autre chose en avant. Alors, une petite question. Sur un bateau de 80 canons, oui. Il y avait combien d'hommes? Environ 1 millier d'hommes. 1000 hommes sur un bateau? Oui, sur les plus gros. C'est les plus gros. Ouais. La vie qu'il pouvait y avoir à part. Ah oui, mais il fallait du monde pour bouger tout ça. Alors non seulement pour les voiles, mais aussi pour tout le reste, pour les canonniers. Et puis vous avez aussi des... alors on confond souvent les troupes de marine ou l'infanterie de marine, qui étaient des soldats embarqués qui n'avaient rien à voir avec un marin, avec les marins avec les gardes-marines, vous voyez. Donc il y avait aussi ces gens qui étaient des soldats, qui n'étaient pas du tout à mariner, qui étaient d'ailleurs souvent très malades en mer, et qui étaient à bord et qui étaient des troupes de débarquement. Parce que souvenez-vous, l'ordre de Castries donné à De Grasse, pour les saintes que vous connaissez, eh bien c'était la Jamaïque, et vous en parlez de la Jamaïque. Voilà. Et, oui, c'était... C'est ce qui fait qu'il y a aussi tant de pertes, parce que vous voyez à quel point, lors des batailles navales, les ponts étaient balayés de toute cette mitraille et faisaient alors, vous voyez, c'est une vie très dure. J'ai des tas de choses dont je n'ai pas parlé. On peut voir les règlements de la marine de cette époque-là. On imagine effectivement que la vie était très dure. Par exemple, il y avait un taux de... c'était tellement dur que, je ne vais pas dire que c'était du suicide, mais c'était des gens qui se laissaient mourir, clairement. Des jeunes aspirants, des jeunes marins qui avaient une vie c'était tellement épouvantable et puis on leur menait... la vie était dure, enfin, réellement. Alors quand je dis que c'était des suicides, c'était des gens qui s'étaient tombés de la verre, parce que c'était pas possible. Enfin, la vie en mer, d'être parti de chez soi, de supporter... pas des brimades, mais de supporter ces gradés, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément faciles à l'époque. Et néanmoins, tout cela est nuancé par une vraie volonté de l'état-major, et même du roi. Il y a des ordonnances, une ordonnance royale de Louis XVI qui fixe dans une ordonnance le rythme d'inspection des hommes à bord, c'est-à-dire tous les jours, le second maître devait vérifier que ces matelots étaient peignés. Et c'était un ordre du roi. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui le second maître qui va voir un matelot et qui lui dit matelot, le roi t'ordonne aujourd'hui de te peigner. Vous voyez, enfin, il devait changer de chemise toutes les semaines. Enfin, vous voyez, bon, la vie était rude, mais on s'occupait d'eux. Enfin, sous Louis XVI, j'entends. Ouais. Oui, François. Oui, on a pu voir aussi sur le film Vaincre ou mourir, et au niveau du spectacle du Puy du Fou sur Charette, qui est aussi ses humeurs et aussi son train de vie
Qu'est-ce que vous dire? Mais c'est typique des... moi, je ne suis pas un spécialiste de charrette, hein. Moi, je vous parle de la marine, particulièrement celle du 18e. C'est le qualificatif utilisé pour tous les gardes-marines pendant plus d'un siècle. La désinvolture, c'est le mot utilisé. Là, ils sont désinvoltes. Alors, je vous ai lu aussi, hein, la messe tous les matins à 6h l'été, 7h, il n'y a pas que la messe qui... Vous voyez, donc quand on a 16 ans, qu'on est bouillon, etc., eh bien on a besoin de se dépenser, ou alors on est un peu flemmard, ou quel peut être le mot utilisé... vous voyez, oui, sans doute que c'était peut-être un peu dans son tempérament, oui, sans doute, mais avec tellement ce que je trouve remarquable, c'est que, vous voyez, c'est que dès lors qu'il dit oui, il va jusqu'au bout. Vous voyez, alors, la légende, entre guillemets, dit qu'il s'est caché pour qu'on ne vienne pas le prendre, mais néanmoins, le mettre à la tête de quelques hommes, une fois qu'il a dit oui, il est allé jusqu'au bout. C'est même celui qui est allé quasiment plus loin. Il a même repris les hostilités parce que le contrat n'était pas... Enfin, vous voyez, c'est un homme d'honneur. Voilà. Je pense que... c'était quand même de beaux combats et qu'il fallait avoir des valeurs profondes. Ce qui n'exclut pas, sans doute, un peu de flegme. Pourquoi pas, hein, ça permet de... Vous savez, les marins sont des grands contemplatifs aussi. Hein. Donc, j'imagine. Alors, j'espère que ça vous a permis de faire un peu un tour de tout ça. Vous voyez, la bataille des Saintes, c'est typique d'un tournant dans les guerres navales, parce que dès lors, on va être beaucoup plus méfiant, on va plus... vous savez, c'est comme toutes ces grandes armées qui étaient face l'une à l'autre, et puis chacune ouvrait le feu l'une à l'autre. Désormais, c'est fini, on a compris que ça allait être un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus fin, prendre en compte les éléments, les éléments naturels, le vent, etc. Et vous avez une jolie composition de lieux, comme disent les jésuites, pour vous imaginer comment était une grande bataille de ligne. Voilà. Donc, écoutez, oui. Juste une petite précision, parce que c'est la question de la messe ce matin, la question d'un office. Alors, donc, je me posais la question après, par la suite. Est-ce qu'il y avait déjà un prêtre qui était embarqué dans le bâtiment? Et est-ce qu'il y avait une dévotion ou un aspect de religion qui était prégnant et qui après pourrait avoir un lien avec quand les armées vendéennes se battaient et avec leurs prêtres? Alors en 1780, tout le monde est catholique, clairement en France. La messe chaque matin n'est pas enfin, tout le monde m'entend. Hein. La messe quotidienne n'est pas exceptionnelle. Et lorsqu'on parle de cet horaire, c'est dans de ces horaires, pardon, c'est précisément dans là où sont fixées les trois écoles, c'est-à-dire Rochefort, Brest, Rochefort et Toulon. En mer, c'est différent. Il y a des aumôniers effectivement qui sont embarqués. Traditionnellement, ce sont les dominicains qui ont embarqué, qui ont fait le plus gros qui ont constitué le plus gros du corps des aumôniers de la marine. C'est pour ça que la marine est attachée à la fête du rosaire, notamment, elle est présente à Lourdes au moment de la fête du rosaire encore aujourd'hui. Il y a des tas de choses qui s'expliquent encore de nos jours par notre passé. La religiosité, oui, sans doute. Mais il n'est pas passé par le séminaire, vous voyez. Donc, non, il était catholique comme tout le monde, je dirais. Et il assistait à la messe quotidienne comme tous ses camarades. Alors, on ne se dit pas comment il se comportait aussi après, parce que faut pas oublier qu'ils avaient 16 et 17 ans. Il y a certaines choses qui ne sont pas forcément formidables. Voilà, je ne sais pas. Oui. Combien de temps s'est passé entre la marine et l'évolution sur Terre pour les hommes? Alors, sur Terre, donc, il a quitté la marine en 1790.
Officiellement, il a pris sa retraite en 1790 et il est mort en 96. 96. 1796. Donc vous voyez, c'est... Voilà, je pense que c'est terminé. Alors moi j'ai une toute petite question, mais qui pourrait être une annonce pour la suite, parce que ça vous donne des idées. Je vois que vous êtes venu avec presque un musée ambulant ici, avec une magnifique maquette et un portrait qui est devant d'un célèbre Vendéen. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Alors c'est l'amiral du Chaffaut, qui lui est resté garde-marine bien plus longtemps que Charette. Enfin, ça a duré quasiment le double, je crois, sa formation. C'était un célèbre marin également, vendéen, qui lui a connu, enfin, c'était un de ses aînés, hein, évidemment, donc il a lui combattu depuis les fenêtres de son château à Mélé, donc près de la Guyonnière. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ça mériterait effectivement d'en parler, parce qu'il y a de jolis combats navals, à son actif. Vous voyez juste derrière, vous avez quelques minutes, si vous voulez profiter à la boutique, vous avez une BD sur la marine au XVIIIe siècle. En fait, c'est de Louis XIV à Louis XVI, donc vous voyez que c'est exactement notre période. Ça reste une bande dessinée, et puis vous avez évidemment le roman de Charette de Philippe de Villiers. Pour ce qui concerne la marine du XVIIIe siècle, de cette époque, on a assez peu, à mon sens, d'œuvres vraiment prenantes. Et moi, je vous conseille, je me permets de vous conseiller, vous voyez, une fois n'est pas coutume, c'est Capitaine Hornblower, c'est écrit par un Anglais, évidemment, et c'est un récit de la marine anglaise, sur la marine anglaise, qui retrace à partir de 1790, donc c'est pas tout à fait notre sujet, mais presque, des récits d'une carrière en mer, et alors là, vraiment, enfin, on y est et c'est vrai. J'ai lu d'autres choses sur la marine française de cette époque, c'est vraiment pas concluant, parce que là, de la manœuvre à l'état d'esprit, à la promotion, tout est absolument formidable. Et puis, il y a un autre livre qui est un roman, lui, au service du roi, un amiral sablé dans les guerres de Vendée, d'Yvon Marquis, qui lui nous parle de l'amiral Pierre de Vaugirard, qui était sablé, qui habitait les sables de l'Homme. Voilà, bah écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi durant cette fin d'après-midi. Il vous reste quelques minutes pour profiter de la boutique si vous voulez faire des achats ou éventuellement prendre un petit thé ou boire quelque chose. Et je voulais dédier ces quelques heures de travail, parce que ça a nécessité quand même quelques recherches et puis quelques heures, à mon fils qui est en mer mer du Japon depuis quelques mois, et puis à ma fille qui a reçu son sabre de l'école navale l'année dernière. Donc merci pour votre aide.